Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. On va faire le point ensemble sur les marchés. On va commencer par les indices et on fera quelques actions par la suite. Puisqu'il va y avoir un maître mot pour la semaine prochaine, ça va être de faire un petit peu attention à la volatilité. Il ne s'agit pas de remettre en cause les tendances en question. Pour celles et ceux qui écoutent les contenus et qui ne lisent pas que les titres, on va rester dans des tendances haussières. C'est juste qu'à un moment donné, si vous voulez, il faut s'attendre quand même à ce qu'il y ait quelques prises de profit et que ça se fasse au prorata avec une certaine volatilité. Et évidemment, la semaine prochaine, on a le CPI, on a pas mal de stats et en plus, donc, on aura la Fed. Que la Fed monte de 0,25 ou pas, ou qu'elle monte de 0,25 en juillet ou pas, honnêtement, voilà, on le sait très bien, ça fait des semaines que je vous le dis, ça ne va pas changer la face du monde. On sait très bien que maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est toutes les hausses de taux qu'il y a eu précédemment qui vont commencer à impacter l'économie maintenant. Jusqu'à présent, l'économie est résiliente, donc ce qui a permis ce rebond ces 6 derniers mois en permettant au marché de repousser la récession ou de se dire que ça sera juste une petite récession et que ça ne va pas nous endommager. Et l'inflation, on est en désinflation et même si on a du rebond temporaire vis-à-vis d'un rebond des matières premières, globalement, la tendance de fond est certainement enclenchée. C'est juste que tout ça prend beaucoup plus de temps parce que ce n'est pas un cycle normal. C'était une pandémie, les gouvernements et les banques centrales ont réagi à Tataouine, et donc forcément, pour réguler les excès, ça prend également beaucoup de temps. Donc ça reste pour moi transitoire, mais la transition, ça ne veut absolument pas dire que c'est temporaire. Je vois beaucoup de personnes qui font toujours cet amalgame-là. Quand on parle de transition énergétique, je ne pense pas que vous pensez que ça va se régler en 2 ans. Donc c'est exactement la même chose. Donc là, pour moi, on continue en gros de régler les excès, et c'est maintenant, là, dans ces prochaines semaines, ces prochains mois, c'est maintenant qu'on va commencer à voir les premiers impacts, etc. Donc c'est maintenant qu'on verra, et le risque, si vous voulez, du marché, c'est tout simplement qu'à un moment donné, on ait un événement de crédit. Parce que la Banque centrale, je veux dire, pour l'instant, le marché, on l'a vu, la Banque centrale du Canada augmenter ses taux mercredi, du coup ça a fait peur au marché, notamment aux valeurs de croissance. Enfin, c'était un bon prétexte pour consolider par rapport justement en se disant bah oui, la Fed va peut-être monter de 0,25, et même si les monte de 0,25, ça change rien, qu'on soit à 5, 5,25 ou 5,50, c'est pas vraiment important. Dorénavant, l'inflation va être en dessous donc avec des taux réels positifs. Donc c'est maintenant, si vous voulez, qu'on a vraiment quelque chose de très contraignant qui va se mettre en place, des liquidités. En plus, on le sait, on a eu le relèvement du plafond de la dette, donc les États-Unis vont émettre également encore des centaines et des centaines et des centaines et des wagons de milliards, etc., de dettes. Et évidemment, c'est de la dette qui est à 4%, 4,5%. Donc, à un moment donné, si vous voulez, vous commencez à vous poser des questions. Vous venez de vous faire une année, ou une moitié d'année, à plus 30 si vous avez été sur le Nasdaq, mais même sur le CAC 40, si depuis octobre vous êtes sur ces plus 30-là. Et on va vous proposer pas mal d'obligations à 4, 4,5. Vous avez même énormément de sociétés comme du Toyota, du Microsoft, du Amazon, donc des grosses sociétés donc qui ne vont pas faire faillite, qui vont vous proposer pas mal d'obligations à 4, 4,5%. Si vous avez la conviction que l'inflation ne remontera pas et qu'on va continuer ce cycle des inflationnistes et que même si ça prend plus de temps que ça, on va passer en dessous de ces 4%. Donc vous êtes dans quelque chose entre guillemets sans risque, ou le moins risqué de ce qui existe, sans vous prendre vraiment la tête et en évitant potentiellement quelques problématiques sur les actions, puisque ce qu'il va bien falloir se dire aussi, c'est que si on a applaudi des deux mains pour se dire que les marges des entreprises et les profits des sociétés finalement étaient très résilients jusqu'à présent, oui, mais ils ne vont pas augmenter pour autant. On continue d'avoir du vent de face, c'est-à-dire c'est résilient, oui. Le marché a revalorisé par rapport à ça, mais maintenant, je veux dire, il faut bien vous dire que je vous avais décrit la sinusoïdale.
c'est un processus qui va être long et on va rentrer dans la partie sinusoïdale, ralentissement économique. Et là, évidemment, après, on va user la soleil en se disant jusqu'à quelle profondeur on aura une récession ou pas. Mais ce qu'il faut bien vous dire, c'est que c'est pas en gros, on a une petite récession et puis paf, ok, c'est bon, on est reparti pour un tour. Non, vous pouvez très bien, si vous voulez, avoir une petite récession, avoir un rebond, un petit rebond économique. Là, on se dira, oh mon Dieu, croissance molle et compagnie. Et puis après, vous repartez. Et donc, on repart à ce moment-là dans un scénario où on reste dans de la croissance qui est très limitée, voire un petit peu de récession, mais c'est pas très poussé. Et vous avez un marché qui est dans ce besoin, si vous voulez, de digérer tous les excès qu'il y a eu. Et donc la sinusoïdale devient de moins en moins volatile avant d'attaquer le nouveau cycle. Mais ça peut durer. C'est ça qu'il faut bien se dire. Donc en gros, c'est pas parce que là, la récession, finalement, on s'en inquiète plus, que ça ne veut pas dire que dans un an, on ne s'inquiétera pas du fait qu'on a un mur de la dette avec tout un tas d'entreprises qui doivent se refinancer. Finalement, elles s'étaient refinancées à pas cher pendant le Covid, et là, elles vont se retrouver à se refinancer à 5, 6, 7%, donc c'est pas la même. Elles vont pas pouvoir investir ce qu'elles investissaient avant. Donc, en gros, vous voyez, les banques centrales, pour moi, vont faire digérer le truc dans le temps pour éviter les gros cataclysmes à la Schumpeter. Mais en gros, c'est bien qu'il faut se dire que ces prochaines années, on peut se retrouver avec des cycles, si vous voulez, où il y a de moins en moins de volatilité. Et là, voilà, on peut commencer à rentrer dans ces lignes-là. Pour moi, c'est toujours la même chose quand vous regardez le 10 ans américain, on attend que l'obligataire nous donne une réponse. Tant qu'il est dans la figure, c'est l'idéal pour les marchés. Pas de réponse, bonne réponse. Ça veut dire, on ne se fait pas de soucis. Si ça casse par le haut, on se fera du souci sur un événement de dette, de crédit, donc, mais potentiellement sur l'immobilier, etc. Et on se fera donc du souci sur une récession plus appuyée que ce qu'on a anticipé jusqu'à maintenant. Pour l'instant, on a anticipé le meilleur des mondes possible. Si on casse ici par le bas, on anticipera remontée des matières premières, remontée de l'inflation, inflation donc qui, sans parler de remontée de l'inflation, stagne et reste à des niveaux de 4%. Donc on anticipera un mode de stagflation et éventuellement que la Banque centrale remontera les taux. On reusera le soleil en se disant oui, mais même s'il y a de l'inflation, les banques centrales vont pas pouvoir monter les taux au-delà et donc réellement la combattre parce que là, elles pousseraient vraiment vers un événement et un risque de crédit. Mais il faut le garder en tête que cette figure-là peut toujours casser par le bas et c'est ce que le marché obligataire peut vouloir anticiper, sans pour autant éventuellement que ça se matérialise ensuite. Ce qu'il faut bien se dire également, c'est qu'on peut matérialiser également le fait que l'inflation reste, on va dire, aux alentours des 3-4%, donc qu'elle ne revienne pas aux 2%, mais également le fait que les banques centrales ne vont pas augmenter les taux, mais qu'elles vont conserver les taux à des niveaux élevés. Parce que jusqu'à présent, le marché anticipe, si vous voulez, que d'ici la fin de l'année, quand on aura des stats économiques qui prouveront un petit peu, c'est déjà le cas, mais quand on va dire que ça prouvera encore un petit peu plus et que l'emploi ne supportera plus, on se dira que les banques centrales, la Fed notamment, va baisser ses taux. Or, potentiellement, le marché peut se mettre à baisser parce qu'il a trop anticipé la baisse des taux et que cette baisse des taux n'interviendra pas sur la fin d'année, mais n'interviendra qu'en 2024 et peut-être pas aussi fortement ou à une rapidité aussi forte que ce que le marché a anticipé. Donc ce qu'il faut bien se dire, si vous voulez, c'est que le marché peut très bien décider de baisser, alors que les éléments ne changent pas trop, c'est juste les anticipations qui changent. Et les anticipations, c'est éventuellement que, ok, la Banque centrale va faire une pause dans sa hausse des taux, à 0,25 près, on s'en fout, mais elle ne va pas les baisser. On va commencer à douter qu'elle va les baisser d'ici la fin de l'année, et on va se dire donc qu'elle va les garder à ce niveau élevé de 5%, 5,25% pendant encore 6 mois, 9 mois. Et ça va être contraignant, d'autant plus que l'inflation baisse. Parce que jusqu'à présent, l'inflation était plus haute que les taux de la Fed. Donc, il y avait une contrainte sur la liquidité, mais pas tant que ça. Alors là, maintenant, on rentre vraiment dans ce morceau. C'est-à-dire qu'on est en taux réel positif.
L'épargne des épargnants, etc., des entreprises, etc., a aussi été bien rognée. C'est-à-dire que c'est maintenant, si vous voulez, que le pricing power qui a permis à toutes les entreprises, pour l'instant, parce qu'il y avait cet effet de richesse avec les aides de l'État, les trucs, les prêts à taux zéro, tout ce que vous voulez, qui a permis donc à tout le monde de relever ses prix et de non pas en ressentir les conséquences par une baisse de chiffre d'affaires. Enfin, il y en a certains qui ont eu des baisses de chiffre d'affaires, mais la marge a tellement augmenté, si vous voulez, que ils ont réussi à compenser avec les profits. C'est maintenant, si vous voulez, que là, ça va commencer à gripper et que les consommateurs, les business vont commencer à chercher des alternatives et que c'est là où on va vers une accélération de la baisse des prix. Mais ça, quand on dit c'est maintenant, si vous voulez, c'est en échelle paquebot économique, c'est encore des semaines et des mois avant d'en avoir le cœur net. Donc du coup, moi, je regarde toujours l'obligataire et pour l'instant, l'obligataire, la figure est toujours très large. Et qu'est-ce que vous voyez? Le graphique dit tout. La figure est large et on zigzague depuis, ça va faire quasiment un an qu'on zigzague là-dedans. C'est de la transition, elle est là, elle est sous vos yeux et le graphique en témoigne. Et donc on est toujours en attente et on n'a pas choisi notre camp camarade. Donc pour moi on est toujours en attente. Je partirai du principe quand même qu'on va chercher à en sortir par le haut. Mais je ne mettrai pas ma main à couper à ce stade-là parce qu'il n'y a pas de signaux. Mais c'est ça qu'on va regarder. Mais tant qu'on ne se remet pas vers le haut de la figure, on ne re-anticipe pas que le marché se met à avoir peur à nouveau de la récession, tant qu'on ne casse pas par le bas de la figure, on n'anticipe pas que le marché a peur que les banques centrales continuent leur hausse des taux. Et pour moi, on va rester un petit peu le nez au milieu du gué, encore certainement un petit moment. Et la semaine prochaine, je ne suis pas certain que la Fed, il peut y avoir de la volatilité sur le marché actions, ça c'est une chose, mais je ne suis pas certain que ça change vraiment le schmilblick à ce moment-là. Par contre, cet été, ça va être très intéressant de regarder ce qui se passe sur les marchés, parce que même sans pour autant prendre de décision, je pense qu'on va dessiner les contours qui nous permettront de prendre la décision ensuite. Et ça va être très important, et ça va être très intéressant pour la suite, parce que c'est de là d'où va découler le pivot qui nous permettra d'anticiper qu'est-ce qu'on joue pour la fin de l'année. Au niveau de notre pétrole, c'est toujours dans notre biseau descendant, et là aussi, c'est cet été éventuellement où on a le pivot. Est-ce qu'on arrive à sortir par le haut en se disant tiens, les matières premières remontent, tiens, c'est bien pour les valeurs pétrole, ah ouais, mais c'est pas bien pour l'inflation, ah ouais, mais si c'est pas bien pour l'inflation, ça va donner, comme on est sur des éléments, si vous voulez, de première nécessité, enfin première nécessité, je me comprends, mais l'idée c'est hop, ça va impacter donc la ménagère, ça va impacter le consommateur. Et donc ça va réduire sa consommation encore plus sur le reste, parce que s'il dépense un petit peu plus pour faire le plein, il dépense un petit peu moins pour faire du shopping, et donc un peu plus d'inflation refera à nouveau peur que la récession sera plus dure par la suite. Donc là aussi, le pétrole, c'est très important. Alors c'est toujours le même truc, on a... Allez, on reprend. Donc voilà, pour le pétrole, ça se décidera également cet été. C'est toujours pareil, hein, on a du SOC, c'est-à-dire qu'il faut bien re-remplir les réserves stratégiques aux US. Il faut bien baisser un petit peu la production pour continuer d'engranger des milliards et des milliards pour le Golfe. Il faut bien préparer également le futur. Donc on a un certain nombre de soutiens comme ça. Et après, évidemment, la peur de la récession ou pas va impacter, mais il ne faut pas croire que l'impact de la demande est si fort que ça. Donc à ce stade-là, on se régule aux alentours des 70-80 $. C'est un prix qui convient globalement à tout le monde, hein. Tout le monde gagne son beurre là-dessus. Donc on verra pour la suite. Mais à ce stade-là, c'est encore un petit peu coincé, donc on attendra. Au niveau du CAC 40, on a toujours la même problématique, c'est le vent de face du luxe, et Total Energy également bloque un petit peu, donc on a le secteur automobile qui a bien performé, etc. Donc on a quand même beaucoup de choses qui sont intéressantes, mais voilà, le luxe, surpondération du luxe, qui avait créé l'illusion des indices, et bien là ça crée l'illusion des indices dans le sens inverse, c'est-à-dire que quand on regarde le CAC 40, on a l'impression que ça va pas fort,
Mais il y a plein de choses qui vont pas mal, hein, et surtout sur les plus petites et moyennes capes, où on voit qu'on a eu un certain nombre de rattrapages. Ce qui nous intéresse ici sur le CAC 40, bah, c'est qu'on est coincé, hein. On est un petit peu au milieu du gué, sous les 7003, et entre 7100 et 7003. C'est-à-dire il faut recasser les 7003 pour se redonner un second souffle éventuellement. Si on casse les 7100, ça commencerait à devenir plus compliqué, et on reviendrait certainement tester les niveaux de la crise SVB. Ça reste une tendance haussière, hein, bien entendu, c'est juste qu'on est revenu dans une neutralité à moyen terme, dans une espèce de zigzag, où il y a presque plus de volatilité, hein. On le ressent déjà depuis pas mal de temps. Euh, on s'embête, on s'embête un petit peu si on trade le CAC 40, évidemment. Après, on a vu, il y a encore des très bons décalages, notamment dans le secteur automobile cette semaine, ça a été plutôt pas mal. Si on va faire un petit tour du DAX qui est un peu plus diversifié, ben on retrouve ce même côté, on s'embête, pour ne pas dire autre chose, c'est-à-dire qu'on est coincé, il ne se passe pas grand-chose, et on est clairement en attente. Est-ce qu'on a suffisamment de jus pour casser les 16 000 points et repartir vers le nord, ou est-ce que, au contraire, les acheteurs sont en train de s'user un petit peu, et s'ils lâchent ces 15 008 là, vont devoir souffler un petit peu plus fort pour revenir vers une zone sur les 15 500, 15 600, c'est ça que l'on regardera. Le Dow Jones également, c'est intéressant parce qu'on a eu donc un retour sur le Dow Jones. Donc ce qui va vraiment nous intéresser pour, on va dire, valider éventuellement la rotation, pourquoi pas la semaine prochaine, avec un certain nombre de stats, pour se dire, tiens, le marché revient un peu plus à un côté cyclique value, plutôt que valeur tech, il va faire souffler un petit peu les valeurs tech, c'est que le Dow Jones réussisse à casser par le haut. Et on va retrouver la même chose sur le S&P 500, même si le S&P 500 a pas mal de valeurs tech bien surpondérées, notamment Apple. Et là, on est venu chercher la résistance des 4300 points, donc là aussi, on bloque un petit peu. Je veux dire, on peut consolider, vous voyez, on est vraiment dans une tendance haussière qui peut demander à reprendre son souffle, mais c'est pas parce qu'on va reprendre son souffle qu'on va remettre tout en cause, hein, c'est pas demain la veille, tant qu'on va tenir les 4200 points éventuellement. Donc c'est là aussi où il faut bien faire la part des choses, c'est-à-dire que même si on a peur que le marché baisse et même si en effet la volatilité peut revenir, il faut bien faire la part des choses entre une consolidation au prorata de la hausse qui pourrait se faire de manière proportionnelle, plus ou moins virulente, en mode prorata, mais qui ne remettrait pas en cause la tendance haussière, tant qu'on va tenir encore un certain nombre de niveaux. Donc c'est là où il faut bien falloir attention, c'est pas parce que semaine prochaine on a ce risque d'avoir de la volatilité qu'on va casser des supports importants et remettre tout en cause en mode je retourne la crêpe. Non, non, là il va falloir procéder par étapes, et à ce stade-là, je veux dire, le marché a bien le droit de consolider. C'est pas tout de suite qu'on va retourner les tendances. Même chose sur le Nasdaq, on commence à faire pas mal de mèches hautes sur cette zone de gap ici, donc on verra si Powell permet de libérer, d'aller chercher la zone de gap, mais je veux dire, même si on va chercher la zone de gap, il faut et qu'on ferme cette zone de gap et qu'on va, je sais pas, à 14 900, 15 000 points, il faut partir du principe que c'est en mode bouquet final, sans pour autant dire que ça sera le point haut et que maintenant on va se casser la figure comme une crêpe. Il faut prendre en considération, si vous voulez, qu'il va falloir passer en mode digestion. Le mode digestion reste enclenché tant qu'on tient les 14 200 points. En dessous des 14 200 points, on passera dans une correction un petit peu plus forte. À moyen terme, c'est toujours pour moi la zone des 13 700 qui reste le gros morceau. Et sinon les 13 002. Mais vous voyez, c'est... il y a 700 à 1200 points de différence sans pour autant qu'on puisse se dire que le marché se retourne à la baisse. Alors évidemment, on n'ira certainement pas d'un coup, mais là, le risque, si vous voulez, c'est quand vous montez... L'image que j'aime bien utiliser, c'est quand vous montez l'Everest, si vous voulez. Vous avez plusieurs camps de base, et le but, c'est de vous acclimater à chaque fois. Comme si vous montez trop vite, trop haut, votre corps n'a pas le temps de s'habituer et vous risquez même de mourir éventuellement. Mais donc, ce qu'il faut, c'est à un moment donné, vous avez plus d'air, etc. Je sais, ils ont des masques, des trucs, des machins. Mais à un moment donné, si vous voulez, vous êtes monté trop vite, trop haut, et vous n'arrivez pas à vous acclimater. Vous avez besoin de redescendre d'un camp de base justement pour redigérer. Là, c'est exactement la même chose pour les marchés. On monte en mode FOMO ici depuis qu'on a cassé le biseau ascendant par le haut, hein. Donc on était parti en crack haussier, on en avait parlé. Et donc là, à un moment donné, si vous voulez,
on manque un petit peu d'oxygène, donc il va falloir redescendre à un camp de base, mais c'est pas parce qu'on redescend à un camp de base que tout de suite, toute la tendance est remise en question. Non, pas du tout. On redescend à un camp de base, c'est juste une consolidation, et on fera du prorata. Certains utiliseront du Fibonacci si vous voulez être plus clair, mais pour moi, voilà, les niveaux importants, c'est cette zone de gap-là sur les 13 007, et cette autre zone-là, comprise entre les 14 150, 14 200, si on est un peu plus court-termiste. Mais voilà, et si la semaine prochaine, au niveau de la Fed, on pousse jusqu'aux 15 000 points, bah, j'aurais aucune problématique à shorter, même sans aucun signal, parce que je short l'excès, globalement. Et je considérerais que c'est un excès. Alors après, peut-être que je me planterai, hein, mais le but, voilà, quand on va shorter, c'est pas parce qu'on croit que le marché va se casser la figure, que c'est la fin des haricots, etc. C'est juste qu'à un moment donné, on pense qu'il y a un écart, si vous voulez, trop important, parce que la hausse a été trop rapide, trop fortement, et donc il y a un retour à la moyenne qui s'effectue à un moment donné ou à un autre, et on joue cet écart-là. Mais pour moi, une fois que ce retour à la moyenne fait, le marché reste acheteur globalement et voit comme une opportunité toute volatilité à la baisse un petit peu en mode prorata, un petit peu trop fort. Et donc on trouvera des acheteurs qui permettront le rebond. Et c'est là qu'on va commencer à construire des figures. Et c'est dans ces constructions de figures qu'on cassera par le haut ou par le bas que l'on pourra jouer derrière en swing la prochaine tendance. Mais avant de jouer le prochain swing, la prochaine tendance, il faut s'attendre à ce qu'il y ait potentiellement pas mal de zigzags. C'est ça le risque, je dirais, du marché actuellement, c'est de vous dire, ok, quel est le potentiel de gain que j'ai restant sur mes positions, quel est le risque que je suis en train de prendre, de me prendre éventuellement un prorata de 5, 6, 7, 8, 10% sur un certain nombre de valeurs du Nasdaq qui ont quasiment doublé en l'espace d'un mois, voire plus pour certaines d'entre elles. Il faut accepter éventuellement qu'elles vont devoir consolider de 15 ou 20% sans pour autant remettre en cause leur tendance haussière. Mais vous, est-ce que vous êtes dans la capacité, est-ce que ça fait partie de votre plan d'accepter cette volatilité-là? Donc c'est ça l'idée première et c'est pour ça qu'on va aller très vite dans les analyses actions globalement parce que c'est bien de se rendre compte, si vous voulez, que on rentre dans une période de marché où même si c'est toujours haussier et donc vous pouvez toujours avoir des configurations haussières, tout ce que vous voulez. La grosse question à vous poser, c'est ok, quel est le risque que je suis en train de prendre, quel est mon ratio gain-risque, quel est le risque que je suis en train de prendre pour aller gratter 1, 2, 3% de plus, je sais pas, alors après sur des plus petites valeurs certainement plus, mais voilà, c'est quel est le niveau de risque maintenant que je suis en train de prendre en restant sur le marché alors que je sais que ça commence à être très étendu et qu'à un moment donné ou un autre, pour une raison X ou Y, un prétexte ou X ou Y, j'aurai ce retour de prorata. Donc c'est ça qu'il va falloir voir. Mais même chose, c'est pas parce que j'ai ce retour de prorata qu'il faut penser, qu'il faut balayer d'un revers de la main que ça y est, la tendance haussière est terminée, ça va tout se retourner comme une crêpe, etc. Non, il faudra procéder par étapes, voir quels sont les supports qui tiennent, voir comment on construit, etc. On aura l'occasion de le commenter ensemble. On peut regarder l'or et l'argent également, qui sont eux aussi en train de construire. Donc on a l'or qui est en train de construire dans un large triangle, dont il faudra repasser les 2000 $ en gros pour se remettre dans le haut du panier. Ce qui voudra dire que chez notre copain dollar, on joue l'endettement et donc on joue également la baisse du dollar. Donc là, c'est ça qui va nous intéresser également sur notre euro-dollar, qui est revenu sur le support. Et donc la question, ça sera de dire évidemment, avoir cette capacité de revenir au-dessus des 1,07, 1,08. Ce qui permettra de rejouer peut-être les pays émergents. Je pense à la Chine, parce qu'on voit que Biden veut utiliser la même technique que Trump, c'est-à-dire avant les élections, au moins, tout du moins en façade, essayer de refaire copain-copain avec les Chinois pour essayer de maintenir un petit peu l'économie, parce que ça serait ballot évidemment d'arriver sur une récession l'année prochaine. Donc on voit tous les jeux politiques qui vont commencer à rentrer en ligne de compte, alors que en termes de timing, si vous voulez, 2024, ça risque d'être une année quand même assez tendue. C'est-à-dire que 2023, on a réussi à repousser la récession, tout le monde a réussi à plus ou moins tenir, etc. 2024, sans pour autant parler crack et compagnie, il faut bien se dire que même si le ralentissement se fait d'une manière, on va dire, rectiligne ou doucement, sans crack, c'est quand même du ralentissement, etc. Donc Biden, il sait très bien que il va devoir un petit peu user et ruser pour essayer de vendre aux consommateurs que tout va bien dans le meilleur des mondes possible.
Donc c'est ça qui va nous intéresser. Sur l'euro-dollar, du coup, ce qui sera bien si on a une baisse, si on a une baisse du dollar, c'est bon, on reviendra éventuellement chercher un petit peu des flux sur les valeurs value cycliques et éventuellement donc l'Europe au sens large. Alors voilà, il faut encore patienter. Là aussi, c'est un autre truc qui va certainement se dériver un petit peu sur ces mois d'été. Donc ces mois d'été, éventuellement, ça va pas être des mois, je dirais, décisifs ou de décision, mais ça va être des mois qui vont vraiment nous permettre de bien matérialiser toutes les hypothèses de travail dont on a discuté et qui éventuellement les casseront à la rentrée, ou peut-être plus tôt ou plus tard, je ne sais pas encore. Et c'est ça qui nous permettra de jouer la fin de l'année, voire début 2024. C'est ça qui va être vraiment très intéressant pour la suite. Et l'argent, bon, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est exactement la même idée que pour l'or. Et on va regarder quelques actions. Pour moi, ce que je trouve intéressant, c'est il y a du Air France et on a la même chose, hein. Donc tout ce qui est tourisme marche très bien, mais ça faisait déjà un moment que ça marchait. Et tout ce qui est airline, on voit, mais également les airlines américaines, c'est en train de bien repartir. Donc on a Air France également qui est à nouveau dans des bonnes dispositions, au-dessus des 1,60 €. Ce que je regarde, et c'est des titres comme Apple et compagnie. Alors voilà, on commence à buter sur les résistances. Et là, la problématique, c'est qu'on a laissé pas mal de gaps. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va les refermer d'un coup d'un seul, mais c'est les risques. C'est, comme je vous dis, hein, c'est les risques de retour de la volatilité. C'est ça, finalement, j'ai pas peur de la baisse, parce que finalement, les tendances sont haussières, si vous voulez, mais on est tellement monté haut, tellement vite, que les écarts sont tellement importants que soit vous faites de la consolidation à plat, enfin du zigzag pendant très longtemps, ce qui permet en fait de réduire cet écart type, soit vous devez faire un prorata à un moment donné qui sera acheté, mais vous devez vous attendre à un moment donné pour X raison, on se servira de n'importe quel prétexte, mais vous devez avoir peur finalement de ce risque de volatilité. Paf, en 2 séances, vous perdez 5-6% sur un certain nombre de valeurs, des grosses caps, en l'occurrence comme Apple, qui sont bien pondérées sur les indices. Ça ne remet pas en cause la tendance haussière de fond, okay, donc on reste toujours haussier, même ça sera certainement acheté, mais voilà, c'est un risque qu'il faut avoir en ligne de tête, c'est qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre plan? Est-ce que vous préférez ne pas y être si ça arrive, avec le risque que ça n'arrive pas évidemment, ou est-ce que voilà, vous voulez y être pleinement et vous réagirez parce que vous savez que vous pouvez, ou vous voulez faire entre deux, c'est-à-dire liquider quelques positions, en garder d'autres, reprendre un petit peu de cash éventuellement pour pouvoir saisir les opportunités. En tout cas, Apple c'est toujours propre, hein, au-dessus des 175 $, il n'y a pas grand-chose à se dire, si ce n'est que, ok, est-ce qu'on n'est pas en train de manquer un petit peu d'oxygène là-dessus, il faut redescendre au camp de base inférieur. Ce qui a été très intéressant cette semaine pour moi, c'est qu'on a eu des très bons rebonds sur beaucoup de valeurs cycliques, qu'on peut considérer comme value également. ArcelorMittal en fait partie. Donc il y a cet aspect rotation. Alors il faut encore patienter, hein, on en a parlé de ces différentes semaines, il y a encore un certain nombre de résistances à franchir avant de pouvoir parler de retournement haussier sur ces valeurs-là. Mais il y a quelque chose à regarder, il y a quelque chose à gratter. Et là aussi, cet été, ça sera certainement l'occasion de se dire, ok, est-ce qu'on joue une rotation plus que là sur quelques semaines? Est-ce qu'on joue vraiment cette rotation pour la fin de l'année? Et donc surperformer sur les valeurs value plus que les valeurs tech. Ce sera la question. Au niveau des semi-conducteurs, si je prends ASM International, ben on a consolidé toute cette semaine, mais là aussi, voilà, on a fait du prorata, hein, donc on fait du prorata, c'est une baisse qui peut paraître importante, c'est quasiment 10% de baisse sur les plus hauts, mais pour autant, c'est au prorata de la hausse que nous avons connue, on a gagné quasiment 120 € en l'espace de un mois, donc ça aussi, voilà, il faut relativiser. Donc ça ne change rien, vous voyez, à la tendance haussière de fond, et on a eu BE Semi-Conducteurs également. C'est la même chose, c'est à un moment donné vous avez une hausse exponentielle, poum, vous avez le prorata. Vous voyez, vous perdez une quinzaine d'euros en 3 séances. C'est pas rien, ça se fait rapidement, mais pour autant, la tendance de fond reste haussière, c'est juste qu'éventuellement il y a un peu plus de zigzag et de construction qui va se mettre en place, mais le premier coup de butoir, si vous voulez, voilà, c'est celui-là où il faut être un petit peu préparé éventuellement à ce que ça arrive. Donc c'est ça qui est pour moi important. Ce que je regarde également, c'est les valeurs chinoises. Alors les valeurs chinoises comme Dada, encore pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, hein. On voit qu'on est en train de repartir un petit peu au sud. Il faudra tenir la zone des
$5, c'est ça qui est important. Et surtout, il faudra revenir au-dessus des 5,70, commencer à congestionner ici. Et là, on pourra commencer à se dire, tiens, oui, on va se remettre un petit peu sur les valeurs chinoises en mode, on anticipe le fait que les États-Unis vont un petit peu moins taper dessus, vont mettre de l'eau dans leur vin, en tout du moins en façade, hein, parce qu'on sait très bien qu'ils vont rester en compétition, les deux. Hein. Mais en façade, voilà, on peut resserrer des mains, refaire moins peur sur le protectionnisme, tout ce que vous voulez. Euh, on verra. Mais à ce stade-là, ça peut permettre de faire revenir des flux donc, sur les valeurs chinoises. On a Alibaba qui est toujours dans cette congestion, donc il faut casser par le haut pour partir. Il y a d'autres chinoises, bien entendu, je ne vais pas toutes les passer ici, mais il y en a une autre comme JD.com, qui est de toute façon la fille d'Ada Nexus, ça avait été une scission de JD.com, et on va retrouver la même chose. C'est pas des tendances, c'est pas des configurations qui sont propres et pures encore. C'est-à-dire que c'est encore des trucs qui peuvent durer très longtemps avant d'y voir le moindre retournement. Hein. Donc pour l'instant, je dirais que ça se regarde, c'est du court terme, il n'y a pas vraiment de signaux. Hein. Ça reste des signaux éventuellement de rebond, etc., mais pas plus à ce stade-là. Donc il faut éviter de s'emballer non plus et de se précipiter. Alors après, il y a des valeurs chinoises qui sont un petit peu mieux au niveau de leur configuration et d'autres un petit peu moins bien. Mais voilà, ça fait partie des choses à regarder, mais je dirais qu'il n'y a pas encore de précipitation. C'est ça qui va être important. Ce que je regarde également en ce moment, c'est les valeurs pétrolières. Et Morel et Prom est intéressante parce que bon, c'est une petite, mais surtout, donc on avait une bonne congestion ici, on a cassé par le haut. Donc c'est intéressant parce que Morel et Prom, parmi toutes les pétrolières que l'on a, c'est l'une des plus petites et c'est l'une qui est en train d'être la plus en forme. Donc il va falloir continuer de regarder ça, évidemment, de confirmer ça, mais on a éventuellement du retournement haussier, peut-être en anticipation de la hausse du pétrole également. Donc il faudra voir. Sinon, au niveau du luxe, on voit qu'on a toujours du vent de face, mais là c'est la même chose que je vous ai expliqué pendant toute la vidéo. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez, vous avez besoin de revenir au camp de base inférieur pour reprendre un petit peu de l'oxygène. Ça ne remet pas, donc c'est une correction, mais qui peut être plus ou moins virulente. Hein. On a eu même des séances à 6%, et après ça zigzague, etc. Donc on comprend bien qu'avec des pondérations aussi importantes que le luxe dans le CAC 40, ben, ça complique un petit peu la tâche du CAC 40. Mais si on reprend les choses, si vous voulez, c'est toujours haussier. C'est juste qu'à un moment donné, ben, on est monté un petit peu trop vite, on doit redescendre un camp de base, peut-être qu'on devra redescendre un camp de base encore inférieur plus tard, mais ça ne remet pas en cause la tendance haussière, il va falloir beaucoup plus que ça, et du temps surtout avant de retourner la tendance à la baisse. Là, on n'y est absolument pas. Donc, vous pouvez avoir des périodes comme ça de zigzag avec des coups de butoir de temps en temps, mais ça rebondit parce qu'on reste dans une tendance haussière de fond. Donc, il y a toujours du cash, il y a toujours de liquidité. Donc, à chaque coup de butoir, il y a toujours des gens qui le voient comme une opportunité. Donc, ça permet de nourrir le rebond. Mais en fait, ça devient un marché de range quelque part, même si c'est un range qui est dans un canal baissier ou une figure baissière, mais ça reste du range si vous voulez, et vous zigzaguez entre les deux, vous n'avez pas encore de décision. C'est-à-dire qu'il faudrait casser par le bas les 1700 €, et là, à la limite, on commencerait à se dire que oui, on commence à avoir une correction vraiment qui se met en place, mais là, à ce stade-là, on est dans de la consolidation, c'est de la faiblesse, mais voilà, on ne peut pas dire beaucoup plus que ça, globalement, si ce n'est de rester un petit peu prudent, et que donc le CAC 40 va continuer d'avoir un petit peu de vent de face, tant que vous n'avez pas la figure qui casse par le haut. Et le risque, évidemment, c'est qu'on commence à graviter un petit peu trop vers le bas de la figure, qu'on la casse, et qu'on aille chercher un camp de base inférieur, vers la zone des 1700, 1750 €. Voilà. Mais même là, la tendance sera encore haussière de fond, hein, la tendance long terme sera encore haussière, donc il y aura fort à parier qu'il y en aura qui joueront les rebonds, etc., et vous continuerez le zigzag. En fait, ce qu'il faut bien vous dire, c'est qu'on a beaucoup de valeurs qui sont montées très haut, très vite. Donc, il y a deux solutions. Soit on va consolider en mode escalier, et ça peut durer longtemps, si vous voulez, vous avez besoin de digérer, vous procédez par zigzag, et donc ça peut durer longtemps, et ça fera dire éventuellement dans quelques mois à certains que le marché est chiant. Ou alors, comme je vous l'ai montré, sur certaines valeurs, ça peut corriger très fortement, mais je veux dire, même si vous perdez 6%, vous regardez 6% au prorata de la hausse de l'Hermès, c'est pouille MS, c'est pas ça une correction très forte. Une correction très forte, ça aurait été du moins 20 ou du moins 25%, ce qui peut arriver sur des valeurs plus technologiques, plus spéculatives aux US notamment.
où vous avez des rachats de VAD et compagnie qui se mettent en place, là, il y aura fort à parier qu'à un moment donné, il y aura des séances à moins 15 ou moins 20% sur ces valeurs-là, parce qu'elles ont doublé ou triplé en un mois. Là, sur un mes, vous êtes sur un truc quand même beaucoup plus gros, et puis vous avez quasiment une année de tendance qui s'est construite et qui est montée, même si c'est un rythme très soutenu, et c'est quand même là aussi quelque chose qui va proratiser dans la même idée. Donc c'est ça que je veux vous dire, et c'est ça pour moi qui est important. Également, ce que je trouve intéressant, c'est ce qui est en train de se passer un petit peu sur les valeurs vertes. Les valeurs vertes, elles sont toujours pas revenues dans les tendances haussières, mais la plupart d'entre elles sont en train de stopper leur hémorragie. Exemple sur Neoen, on est en train de construire, de stopper l'hémorragie, on bloque encore sur la résistance des 30 €, il faudra la casser. Il ne s'agit pas là de dire qu'on est en train de retrouver des tendances haussières, c'est beaucoup trop tôt, ça prendra du temps, de la même manière que ça prendra du temps de retourner la tendance haussière de Hermès en baisse, ben là c'est la même chose, ça prendra du temps encore de retourner à la hausse. Mais pour autant, on stoppe l'hémorragie, et donc on démontre globalement que on revient un petit peu sur ces valeurs-là. J'avais 6 folding que je vous avais montré aussi, mais qui avait breaké, donc là qui est en train de tendre vers l'objectif. Je pense qu'on peut essayer d'aller chercher les 15 € pour celles et ceux qui avaient suivi. Et voilà, je pense que je vais passer. Téléperformance, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui la suivent. J'ai proposé là sur l'académie le rebond technique qui est en train de se mettre en place. Vous pouvez essayer d'aller jouer les 148 €. Et voilà, tant que ça reste du rebond technique en mode trader à ce stade-là, là aussi, vous pouvez avoir des rebonds au prorata, mais qui ne retournent pas la tendance baissière. Comme ça ne va pas se faire du jour au lendemain, il va falloir la construire, c'est important. Et aussi, sinon, Tesla, même chose, donc vous avez la hausse expo qui est en train de se mettre en place. Là, on bute sur les 253 $. Donc c'est la moyenne mobile 20 mois. J'aurais voulu tenter un petit peu la zone de gap ici, mais on n'y est pas allé. Mais on voit qu'on est en train pour l'instant de consolider cette hausse-là, mais vous voyez, on a quasiment gagné 100 $ en un mois là aussi. Les valeurs technologiques, et pas que les grosses, énormément de petites, vous êtes à plus 100 ou plus 150% en un mois. Donc là aussi, il va falloir digérer. Regardez, Tesla peut très bien revenir chercher les 220, donc vous pouvez très bien avoir 10% de baisse, sans pour autant que ça remette en cause quoi que ce soit. Vous pouvez revenir chercher 220, même 210 si vous voulez, vous ne remettez rien en cause, la tendance reste haussière, mais vous avez besoin de reprendre votre souffle sur le camp de base, etc. Donc voilà, c'est des consolidations au prorata qui peuvent se mettre en place, et c'est ça le risque que vous avez sur des valeurs du Nasdaq, c'est qu'on est monté tellement haut, tellement fort pendant un mois, qu'à un moment donné, il va falloir s'attendre qu'il y ait des séances peut-être à moins 3, moins 4, moins 5, moins 6%, et qu'on consolide, et qu'on revienne chercher les supports. Et ce qui sera très important, c'est comment les acheteurs réagiront sur ces supports-là. C'est ça qui sera le plus important pour la suite, pour pouvoir se dire que la hausse que nous vivons depuis ce début d'année, en fait, c'est une construction de retournement haussier, ou justement, à contrario, se dire que on a eu le bouquet final, et que maintenant, on va s'inquiéter pour la suite, et que finalement, toute cette hausse des valeurs technologiques que l'on a eues, si on prend du recul et si on prend des unités de temps beaucoup plus long terme, la majorité d'entre elles, en fait, ont juste fait du retracement de la moitié de la baisse qu'on a connue depuis fin 2021. Et donc, cette hausse 2023, pour la majorité des valeurs, n'était finalement qu'un prorata dans une tendance baissière qui demeure. Mais ça, c'est si vous prenez vraiment large à long terme. Et on ne peut pas trancher encore à ce stade-là. Alors évidemment, il y aura toujours un gars qui dira « oui, ça va être ça, et dans 6 mois, il reviendra, vous voyez, j'avais raison ». Mais c'est du 50-50. Ce qui est important, si vous voulez, c'est qu'au point précis là, si je vous dis « voilà, c'était le point haut, maintenant, on va faire que se casser la gueule », finalement, je n'ai pas pris beaucoup de risques, j'ai une chance sur deux. Ce qui est le plus important, voilà, c'est maintenant de procéder par étapes, parce qu'on peut consolider, et éventuellement repartir une nouvelle fois vers des plus hauts, aller chercher sur Tesla, pourquoi pas les 260 et compagnie, voilà, sans pour autant remettre en cause ce type de scénario-là, vous devez toujours penser que ça peut se faire en plusieurs étapes, et pas d'un coup d'un seul, on construit à minima les choses sur les marchés. Voilà pour cette vidéo, comme d'habitude j'espère que c'était le plus clair possible, que ça peut vous aider à prendre le recul. N'hésitez pas donc à liker les vidéos, à mettre des pouces en l'air,
à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, quelles sont les valeurs que vous suivez également en ce moment, quelle est votre approche, comment vous voyez les marchés. Ça peut permettre également d'avoir une vue plus objective et plus large avec différents profils. N'hésitez pas également de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour éventuellement faire connaître la chaîne. Je vous remercie par avance. Peut-être que ça pourra aider d'autres personnes que vous connaissez, d'autres investisseurs. Et abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos que je publie peut-être en cours de semaine ou ces vidéos hebdomadaires là. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi sur grapheobourse.fr et on aura une semaine chargée, donc on stat et avec Powell mercredi. Excellent week-end une nouvelle fois les graphes et à la prochaine vidéo. Salut!